Magasin sur pute.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, je ne sais pas si vous aimez ou pas la blanquette de veau, mais ce que vous aimez, et à Sud Radio, et dans notre émission, c'est que non seulement on parle vrai, mais on essaye de dire des choses que les autres ne disent pas. Et nous avons un écrivain, un avocat, un militant, qui écrit lui aussi des choses que peu de gens écrivent. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Juan Branco, avocat, militant, auteur de ce livre best-seller en ce moment, Crépuscule, c'est publié au Diable Vauvert, et conseiller juridique de Wikileaks et Julian Assange. Bonjour Juan Branco. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez déjà reçu il y a quelques jours, et je sais en ce moment, vous êtes vous aussi dans tous vos états, pas seulement pour cela, mais on vient l'apprendre, ça vient de tomber, que le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, dont vous avez été le conseiller juridique, et dont vous êtes toujours, qui était réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres, qui était protégé, vient d'être arrêté dans la capitale britannique, et les autorités affirment avoir été autorisés à pénétrer à l'ambassade, et ils ont saisi Julian Assange, qu'ils vont remettre à un magistrat dès que possible. Votre première réaction ? Écoutez, c'est un véritable scandale et en même temps, malheureusement, quelque chose d'attendu. C'est quand on laisse seul un État pendant 6 ans devoir supporter la pression de la première puissance mondiale, l'américaine, et que cet État est l'Équateur, un petit pays, évidemment, au fil des ans, l'usure se fait telle que la trahison intervient. Et cette trahison, c'est ce qui vient d'intervenir. On a un président équatorien qui a décidé de renier les engagements de son prédécesseur, qu'il avait pourtant porté au pouvoir, et de violer l'ensemble des obligations internationales dont l'Équateur s'était fait le garant en octroyant l'asile politique à Julian Assange. Et on se retrouve dans cette situation dans laquelle un homme que l'on a vu traîner par des individus sortir d'une ambassade de force s'apprêter à être confronté à un procès politique où il sera... où la prison à vie, en fait, sera le débouché naturel. Juan Branco, juste un mot. Là, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Je ne parle pas de la morale, je ne parle même pas du droit. C'est-à-dire, il est déféré à un juge, il va être jugé en Angleterre ? Non, il va être, en comprenant bien que le Royaume-Uni agit ici comme le factotum des États-Unis, et n'a aucune autonomie de décision, ça c'est quand même aussi assez sidérant à voir sur notre continent, et on se retrouve avec donc une arrestation pour des motifs fallacieux, notamment la rupture du bail de ses conditions de résidence surveillée qu'il aurait mis en œuvre en obtenant l'asile en Équateur. Et évidemment, on comprend parfaitement que ce qui se joue, c'est la préparation d'une procédure d'extradition aux États-Unis, où il serait jugé notamment pour des faits d'espionnage, et où en gros la prison à vie, et non seulement la prison à vie, mais aussi l'isolement complet pendant les procédures et au-delà, lui serait appliquée en termes de vengeance. Pourquoi ? Quelle est la procédure qui est appliquée aujourd'hui à Julian Assange ? C'est sur le fondement de sa publication, vous vous en souvenez peut-être, des télégrammes diplomatiques américains qui révélaient notamment la commission de crimes en Irak, en Afghanistan, et des faits de corruption à peu près partout dans le monde. Donc en gros, il est aujourd'hui poursuivi de façon vindicative pour avoir dit la vérité. Est-ce que vous croyez, Juan Branco, là ce sont des spéculations, mais quand même, est-ce que le fait qu'on soit sous administration Trump et que Trump lui-même a dénoncé assez violemment, sinon très violemment, ce qui s'est passé en Irak et ailleurs, alors je sais que la justice est indépendante des États-Unis, heureusement, mais est-ce que ça ne pourrait pas peut-être être envisagé autrement qu'une prison à vie et qu'un isolement complet ? Est-ce que là, la situation, il est très très difficile de lire ce qui se joue aux États-Unis avec les luttes d'appareils et intestines au sein de l'appareil d'État américain vis-à-vis de l'administration Trump. C'est quelque chose sur lequel nous avons assez peu de visibilité, car contrairement à ce que l'on a pu insinuer pendant des années suite à la campagne de 2016, nous n'avons pas de lien avec cette administration, et donc on a une grande difficulté à comprendre ce qui se joue. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une accélération des pressions et des procédures depuis que M. Trump est arrivé au pouvoir, avec notamment le directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui est depuis devenu ministre des Affaires étrangères américain, qui a dit que sa priorité numéro 1 était Wikileaks, non pas Daesh, Al-Qaïda, mais Wikileaks. Et donc, par rapport à ça, on voit très bien dans quel climat, si jamais l'extradition intervenait, les procédures auraient lieu. D'autant plus qu'elles ont été enclenchées dans l'État américain où le plus important
taux de personnes travaillant pour l'État, et notamment pour les services secrets et le département de défense, et du monde. Donc on voit bien en fait dans quelle direction on va. Juan Branco, oui, écoutez, on va suivre évidemment cette affaire qui ne fait hélas que commencer, et c'est assez critique. Et en fait, on va parler évidemment de votre livre, ce livre qui vient de paraître, qui est déjà en tête des ventes chez Amazon, qui s'appelle Crépuscule. On vous avait reçu il y a quelques semaines pour le contre Macron, qui était un pamphlet très révélateur psychologiquement sur ce qui se passait, et là, vous passez à autre chose, Juan Branco, vous passez aux révélations, aux noms, à un certain nombre de choses, et vous allez assez loin, c'est-à-dire que quelque part, on a l'impression, et tout se passe comme si, vous dites que cet appareil d'État, ses ambitions, etc., révèle un pouvoir, je ne dirais pas mafieux, je ne dirais pas totalitaire, mais enfin, on n'est pas loin de ce capitalisme de connivence, de ses copains et de ses coquins. Mais dites-moi, Juan Branco, est-ce que ça n'a pas toujours existé, ça ? Alors non, je pense qu'on est arrivé à une nouvelle étape assez grave et même dramatique pour notre pays, c'est-à-dire pendant très longtemps a existé en France ce qui s'appelle le capitalisme d'État, dans lequel l'État, en effet, en connivence avec les milieux d'affaires et financiers, organisait la politique économique du pays. Ce qui s'est passé, et c'est un processus qui remonte quelque peu, mais qui a trouvé sa cristallisation avec Macron, c'est qu'il y a eu un renversement de ce rapport, et c'est les milieux d'affaires et économiques qui ont commencé à décider de la politique de l'État. Et on le voit aujourd'hui avec les différentes privatisations qui sont mises en œuvre, elles sont le fruit, en fait, d'une stratégie d'influence qui a été mise en œuvre par un certain nombre d'hommes d'affaires, de très très riches hommes d'affaires, je pense à Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Drahi et quelques autres, Arnaud Lagardère, qui ont en fait décidé d'investir dans la presse de façon massive et beaucoup plus importante que dans les périodes précédentes, jusqu'à créer une forme de concentration délirante qui font qu'ils ont des relais d'influence au sein de l'État, puisque les personnes qui font carrière politique dépendent de la couverture que ces organes de presse font de leur carrière pour se faire élire, connaître des Français et donc accéder à ces hautes fonctions. Et donc vous voyez, on a comme un fonctionnement circulaire qui s'est mis en œuvre, par lequel on achète des médias pour influencer des hommes politiques qui, en retour, vont prendre des décisions qui vont favoriser la constitution de notre fortune, parce que quel est le point commun de toutes ces personnes dont je vous parle ? Leur fortune dépend de l'État. La constitution de leur fortune et le maintien de leur fortune, d'une façon ou d'une autre, dépend de leur lien avec l'État. Juste un mot, Juan Branco, de ce point de vue-là, si l'Amérique a effectivement beaucoup de défauts, il faut rien de la qualité, vous connaissez la loi américaine, aucun milliardaire ou autre ne peut posséder un média quel qu'il soit s'il a des affaires avec l'État. Ce sont des règles de bon sens. C'est-à-dire que la détention de titres économiques, de titres médiatiques dans ce pays devrait justement être limitée à minima, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage maximal de la part des hommes d'affaires ou des grands groupes de détention de ces médias, et voire leur interdire complètement en créant des systèmes justement qui feraient que par souscription nationale ou autre, les citoyens eux-mêmes auraient le contrôle sur la fabrique d'informations. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Car si vous votez dans un système politique dans lequel on vous dit que A est B et que B est A, votre vote est désactivé. Il devient inutile de voter puisque vous ne savez pas pourquoi vous votez ou vous savez mal pourquoi vous votez. La seule force de la démocratie repose sur le fait d'une information libre et circulante. Alors le pluralisme peut s'organiser de différentes façons, on peut organiser une concurrence entre différents organes privés, etc. Mais en tout cas, là, on est arrivé à un point où, comme le décrit d'ailleurs le monde diplomatique de façon très nette, on a 9 milliardaires qui détiennent 90% de la presse écrite, mais c'est pas seulement ça. Ces personnes-là se connaissent intimement, vivent dans les mêmes sphères, se marient parfois entre elles. Le même des Ménines de Velasquez. Donc à partir de là, à partir de cette endogamie, vous vous rendez bien compte que l'on se retrouve dans un système de connivence tel que leur capacité d'emprise sur le système démocratique devient trop importante. Et ça crée quoi ? Ça crée des phénomènes comme Macron qui vont être propulsés, contrairement à ce que l'on a dit, non pas du fait de son talent extraordinaire, mais du fait de ses incointances avec ces grands patrons de médias qui sont par ailleurs des grands patrons industriels, pour lesquels il a mis en place dès 2012 des politiques économiques très favorables, je le décris dans le détail. Oui, mais Juan Branco, vous le décrivez très bien. Juste un mot, parce que c'est vrai que moi, ce livre est en tout cas passionnant à lire, que vous soyez d'accord ou pas, mais vous parlez des carrières de Gabriel Attal, des carrières de Benjamin Griveaux, avec beaucoup de détails, il y a une véritable enquête et c'est très, très, très fort. Mais quand même, vous ne croyez pas quand même qu'on fait un peu bon marché, là où vous faites un peu bon marché, du sens critique quand même des gens, il y a quand même vous croyez que les gens ne s'en aperçoivent pas parce qu'il y a la presse, les gens sont incapables de penser autrement que ce qu'ils lisent ou regardent à la télé ?
Mais pour pouvoir penser, en fait, il faut avoir accès à l'information brute. Ouais. Et le problème, c'est que cette presse-là a masqué une partie de cette information-là. Les rapports entre Macron, Bernard Arnault, Xavier Niel, par exemple, qui ont été déterminants, je montre dans sa carrière, les rapports qu'il a aussi avec la technocratie d'État qui a réussi à le propulser dans ses sphères, je parle de Jean-Pierre Jouyet et quelques autres, ces informations-là n'existaient pas dans l'espace public. Elles étaient tout simplement masquées, ce qui faisait que vous obérez la capacité de penser des citoyens, puisque ils n'ont pas accès, ils ne peuvent à l'information. L'intelligence, voilà, l'intelligence, c'est faire le lien entre différentes informations. Or, si ces informations sont manquantes, vous pouvez être très intelligent, comme le sont les Français, votre capacité à faire du lien est obérée. Du coup, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des théories complotistes. Parce que, du coup, évidemment, on se rend bien compte qu'il manque une case quelque part au raisonnement, qu'il y a quelque chose qui est trop étrange. Ouais. Et donc les gens se précipitent vers des explications délirantes qui touchent aux juifs, aux francs-maçons, etc. Mon ouvrage, c'est au contraire essayer de montrer très factuellement, c'est une désactivation en fait de ces raisonnements complotistes en redonnant accès à ces informations qui, pour des raisons qui sont pas forcément conscientes, c'est des raisons de structure, c'est-à-dire que quand vous travaillez pour un groupe qui appartient à un média ou un éditeur qui appartient à Lagardère, vous n'allez pas pouvoir parler de Lagardère. Est-ce que par ailleurs, vous avez envie de masquer cette information? Non, en tant que journaliste, en tant qu'auteur, non, c'est juste que vous allez avoir un processus d'autocensure, voire de censure tout court, qui va vous empêcher de donner cette information. Or, cette information va être déterminante pour comprendre tel autre élément, et ainsi de suite. Dès le moment qu'on a ce vice, en fait, à l'origine, eh bien, c'est l'idée de cet ouvrage, c'est de remettre à plat, en traitant de ce point aveugle. C'est le point aveugle, en fait. Vous faites de ce qu'on appelle de la réinformation. Mais dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas aussi, d'ailleurs, vous avez mis ce livre, d'abord, il était sur les réseaux sociaux, il était en ligne, et vous l'avez amélioré, évidemment, sur le papier, enfin, vous l'avez un peu changé. Mais est-ce que, Juan Branco, vous ne croyez pas que, justement, depuis quelques années, avec les réseaux sociaux, même s'il y a effectivement beaucoup de théories complotistes et de délires, mais justement, l'information, quand même, arrive à passer plus facilement qu'avant? Mais voyez bien que c'est extrêmement dangereux de dépendre en fait d'un fonctionnement purement horizontal sur le rapport à l'information qui fait que du coup il n'y a pas de filtre ou de capacité à distinguer le vrai du faux. Donc en fait dès le moment qu'il y a une décrédibilisation massive des intermédiaires entre le pouvoir et nous, c'est-à-dire les médias, c'est ça que sert un média. D'ailleurs, c'est étymologiquement le sens du terme, de faire intermédiation. Et cette intermédiation-là, elle est obérée. Et du coup, à partir de là, on a beaucoup de mal à se repérer dans l'espace informationnel et du coup dans l'espace politique. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec les Français, qui sont pour beaucoup perdus. Pourquoi? Parce que à force, encore une fois, je vais le répéter, mais à force de compromission, on a provoqué une rupture de confiance massive entre les citoyens et leurs élites, et je pense que c'est au fondement non seulement de la crise des Gilets jaunes, mais plus largement de la crise politique que l'on est en train de connaître. Et ça donne une tension, ça donne des affrontements. On sait très bien que quand il y a un silence psychique quelque part, sans faire de psychanalyse d'école primaire, je voudrais juste parler de votre livre, ce qui est, encore une fois, vous avez fait là, vous aviez annoncé ici à Berkov dans tous ces états, que là, le prochain livre, c'était vraiment les noms, les connivences, c'était quand même cette extraordinaire, comment dirais-je, voilà, ce capitalisme de connivence et cette complicité des copains et des coquins qui a effectivement toujours existé, mais on a l'impression aujourd'hui que c'est encore plus fort qu'avant, et vous le décrivez très bien, il faut le dire. Après, la polémique est ouverte. Oui. Je vous donne un exemple à ce sujet. Ce texte qui a été téléchargé des centaines de milliers de fois parce qu'il est disponible en ligne, pour ceux qui n'en ont pas les moyens, on l'a mis en accès libre des mois avant son édition parce qu'il était très très compliqué de le faire éditer parce que les éditeurs parisiens avaient peur d'exposer de façon trop brutale ce fonctionnement-là. Eh bien, ce texte-là révèle par exemple comment Édouard Philippe a fait recruter sa femme à Sciences Po après avoir attribué via la mairie du Havre des subventions à cette même institution. Eh bien, cette information qui est quand même sourcée, vérifiée, qui aurait dû faire l'objet, vous imaginez bien, immédiatement d'une couverture médiatique, depuis 5 mois et dans l'espace public, sans que personne ne s'en saisisse. Et non seulement cela, mais depuis que le livre est édité, et que du coup, en fait, depuis le temps que cette information est en accès libre, évidemment, il aurait pu y avoir des procès en diffamation, etc. Eh bien, il n'y a toujours pas un organe de presse qui se soit attaché à enquêter, à vérifier, à démontrer que c'était vrai. Et Juan Branco, vous n'avez eu jusqu'ici, vous n'avez eu aucun procès en diffamation, vous n'avez pas reçu du papier bleu, la prescription a été passée parce que tout est vérifié, enquêté de façon extrêmement rigoureuse. On a fait ce travail avec Denis Robert, qui est un des plus grands journalistes d'investigation de ce pays, qui a fait la préface du livre. On travaille avec des éditeurs qui sont quand même des grands éditeurs, même s'ils ne sont pas installés à Paris, parce que Au Diable Vauvert et Massot, qu'on connaît. Massot, on est les seuls qui étaient les seuls à être capables
d'éditer cet ouvrage. Et en fait, dans cette rupture, vous savez, la défaillance de communication, c'est ce qui fait naître la violence, en toutes circonstances. Et quand on est dans un système dans lequel, par pleuterie, je suis désolé d'utiliser ce terme, mais je pense qu'il s'applique, les journalistes préfèrent ne pas... parce que quelle est la raison qui fait que cette information que je viens de vous donner, par exemple sur Édouard Philippe, qui est dans l'ouvrage, n'a pas été reprise? C'est parce que dès le moment que vous repreniez l'un des scoops, qui sont des vrais scoops, qui sont dans l'ouvrage, vous étiez obligé de parler de l'ouvrage. Or, l'ouvrage est une descente en règle du fonctionnement de l'information, et du système, et surtout du fonctionnement médiatique. Donc, à partir de là, dès le moment qu'ils récupéraient cette information, ils étaient obligés de parler d'eux-mêmes. Et ben, vous voyez, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que, évidemment, ça les met en difficulté. Mais vous voyez, Juan Branco, qu'il y a des médias qui en parlent. Heureusement, et il y a des gens quand même qui n'ont pas peur d'en parler. En tout cas, je crois que c'est un livre qui vraiment largement mérite d'être lu, d'être discuté, et je crois qu'effectivement le fonctionnement de la démocratie, c'est d'abord la transparence. Merci, Juan Branco. Merci à vous, Juan Branco. Je rappelle la référence d'ailleurs de votre livre, ce livre qui s'appelle Crépuscule, c'est publié au Diable Vauvert. Je rappelle aussi que vous êtes le conseiller juridique de Julian Assange et de Wikileaks. Julian Assange qui vient d'être arrêté à Londres par la police britannique dans l'ambassade de l'Équateur. Et vous êtes aussi l'avocat d'un des principaux gilets jaunes des plus connus de France, Maxime Nicole. Merci à vous, Juan Branco. Restez avec nous à l'écoute de Sud Radio. Berkov dans tous ses états revient dans quelques instants.